J'aime pas le conformiste. Franchement, hein, j'aime pas le conformiste parce que le conformiste est ce qu'il y a de plus hypocrite. Je vais mettre les pieds dans le plat par rapport à ce que je suis en train de dire. Le conformisme est quelque chose d'hypocrite. Et on l'a vu en démonstration hier. Hier, on l'a vu en démonstration. Le droit international. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai échangé avec une juriste, Marie-Paul Babli. Je ne sais pas si elle est là. Et je la regardais en rigolant. Et je lui disais, le droit international n'existe pas. Le droit international, là, ça n'existe pas. Elle m'a dit, non, mais pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Non, c'est vrai que peut-être ce n'est pas abouti. Ils ont des trucs à faire. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, le droit international n'existe pas. Ça n'existe pas, le droit international. Ça n'existe pas. Parce que le monde, c'est un monde de prédation. Et ce modèle de prédation-là a été mis en place par ceux qu'on connaît. Ce sont les Américains. Ce sont les Caucasiens qui l'ont mis. C'est-à-dire qu'à partir du jour où ils ont pris leur bateau et ils ont dit qu'ils vont aller, d'abord eux-mêmes déjà ils se mangeaient, les blancs là, ils se mangeaient, d'accord? Et puis un moment ils se sont dit qu'ils vont aller ailleurs pour aller explorer, mais ils ne partaient pas explorer pour faire la paix avec les gens. Quand ils allaient, ils avaient des armes à feu. Ils avaient des armes à feu, d'accord? Des armes à feu, et ils partaient pour conquérir. Quand on dit conquérir, c'est-à-dire faire tout ce qu'il y a de plus atroce dans le monde. Et ça, je le rappelle tout le temps aux gens. Faire ce qu'il y a de plus atroce dans le monde. Mais pourquoi? C'était quoi l'objectif? C'est pas d'être méchant gratuitement. L'objectif, c'était d'avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'on va aller dans des endroits pour faire du pognon. On élimine les gens, mais on prend les terres et autres, on va faire du pognon. Ça, c'est la base pour toute personne. D'accord? Toute personne qui veut être un analyste, qui veut faire de la politique, c'est la base. Ça là, si tu n'as pas cette base, tu n'es rien. Même si tu veux faire de la politique. Pourquoi je vous dis cela? Attendez un instant. C'est la base. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant, et ta mère, tes premiers pas avant de sortir, ta maman va te dire quelque chose de très important. Mon fils, quand tu sors, si tu vois un étranger que tu ne connais pas, il t'appelle, faut pas aller. D'accord? Faut pas aller. L'enfant va demander, maman, pourquoi? Parce que les hommes sont méchants. Il peut te kidnapper, il peut te faire des choses. C'est le mot d'emploi pour tout Africain qui veut faire de la politique. Je dis bien tout Africain parce que je suis noir. Si j'étais asiatique, j'allais m'adresser aux Asiatiques. Quand vous voulez faire de la politique ou de l'analyse, la première des choses, qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce qu'il en est de mon histoire? Il y a beaucoup de gens ici, la dernière fois, je suis en train de faire une analyse, ils me disent, tu passes ton temps à parler du passé. Mais oui, c'est parce que j'arrive à parler du passé, je sais où je mets les pieds. Si je ne parle pas du passé, pour moi, je suis un être vierge, jeune, qui ne sait rien du monde. Je parlais de 2010. La personne me dit, pourquoi vous êtes toujours dans le passé? Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans le passé que vous ne savez pas ce que vous êtes. Et hier, j'étais moi, écoutez-moi, hein, je vais vous choquer. Et vous allez me donner raison dans quelques années. J'étais très heureux de ce qui s'est passé au Venezuela. Ah oui, 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 oui. Contrairement à d'autres, j'ai des amis qui m'envoient des messages qui m'ont dit hey, « je suis triste, papa Maduro ». J'ai des amis qui étaient inquiets. Non, c'est quoi la posture de la Russie, de la Chine? Donald Trump est en train de vous montrer ce que c'est que le monde. Il y a des jeunes sœurs. Il y a une petite sœur malienne ici, qui est d'origine malienne, en presse. Elles ont un groupe là. Elles liment les hommes noirs. Et hier, je leur ai donné raison. Je leur ai donné raison. Il y a des femmes noires qui disent, nous les noirs là, les hommes là, on n'a que la grande gueule. On parle beaucoup. C'est nous, on bavarde. On bavarde. Si on devait faire le classement des hommes dans le monde là, l'homme noir est le dernier. Oui, l'homme noir est le dernier parmi les hommes dans le classement. En général, l'homme noir est le dernier. Et j'ai compris ces sœurs. Vous savez, souvent quand les femmes parlent, il faut prêter oreille à ce qu'elles disent. Hein. Souvent, on a tendance en politique à dire « Oh, les femmes, elles ne comprennent rien. Les femmes, oh, pff, les femmes. » Et puis, les femmes, chez nous, les femmes, pour qu'elles percent en politique, il faut qu'on voit les caleçons. Voilà, on a tendance à chosifier la femme. Il faut que la femme elle baisse un peu sa culotte pour qu'elle perce en politique et autres. Mais, je vais vous dire quelque chose. Une femme et un enfant ont besoin de protection.
Et nous, les hommes noirs, là, on ne donne pas la protection à la famille. Parce que si l'Afrique est une famille, est une grande famille, quels sont les hommes noirs qui sont censés protéger l'Afrique? Il n'y en a pas. Par rapport aux autres continents, là, actuellement, les Américains, où ils sont là, ils savent que Donald Trump, ils se disent, ouais, MAGA, make America great again. MAGA, tu es quelqu'un. Tu as prévenu, tu dis, tu as fait, tu as fait. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que même les Américains qui sont contre la politique de Donald Trump, ils savent qu'en matière de défense et de sécurité, là, il y a un garçon qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? En Russie, là, hein, Trump fait ces choses-là, il ne peut pas tomber sur la Russie. Donc, les Russes, là, d'une manière, ils sont rassurés. En Corée du Nord, le petit gros, là, hein, Kim Jong-un, quoi, là, les Nord-Coréens, là, quand ils voient ce qui se passe au Venezuela, là, ils donnent raison à leurs dirigeants. Ils se disent que les gars, là, ne peuvent pas venir tomber sur eux. Hein? Pareil aussi pour, comment dire, en Chine. Les Chinois ils sont tranquilles. Ils sont en train de regarder Taïwan. Mais ils savent que ce que les dirigeants ont fait, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils savent que les gens ne peuvent pas tomber sur eux. Mais remarquez ceux qui étaient en panique. Ceux qui étaient en extase. D'accord? Ceux qui étaient en panique, ceux qui étaient en extase, ce sont les Européens et les pays africains noirs. Mais pourquoi les pays africains noirs et les Européens tant? Parce que vous voyez là, hein? C'est un repartage du monde. Tout ce que vous voyez, c'est un repartage du monde. C'est un repartage du monde. Et le repartage du monde est gradué. C'est gradué. De la façon dont vous avez peur des Français, là. C'est comme ça les Français ont peur des Américains. De la façon dont les gens ont été mis au pouvoir par la France dans nos pays, là. C'est comme ça les Français ont peur des Américains. Tout est gradué. Maintenant, vous avez peur des Français. C'est que les Américains, là, ce sont vos dieux jusqu'à la paresse. Si on est dans la mythologie, là, hein? On est dans la mythologie, là. Vous avez peur des Français. Mais les Français, leur dieu, là, ce sont les Américains. Donc, pour vous, là, qui sont les Américains pour vous? Est-ce que vous comprenez? Qui sont les Américains? Ce n'est pas, en fait, le même level. Hier, j'écoutais les gens sur le panel de mon ami John et puis j'étais en train de rigoler. Vous êtes à des années-lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là? Parce que hier, ça faisait honte. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si les Américains veulent aujourd'hui aller nous attacher, vous voyez les images où on montrait nos parents attacher les chaînes là, hein? Les chaînes là, et puis ils marchaient, et puis on les mettait dans les bateaux là. Si les Américains veulent faire ça aujourd'hui là, ils vont faire. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher cela. Moi en fait, quand je vois un événement comme ça, je me projette dans cet événement là. Je me dis mais en fait, qui suis-je? C'est là en fait, tous nos experts qui passent sur les chaînes privées, qui passent sur NCI Life et autres là, vous devez vous asseoir sur vos fesses pour dire, en fait, il y a un problème chez nous les Noirs. Ceux qu'on craint qui sont puissants, c'est-à-dire que Alassane Ouattara qui arrête les gens en Côte d'Ivoire là, et puis on juge que Poado là, on a peur là, mais est le level de Donald Trump. Parce que ça veut dire que si Donald Trump crie sur Alassane, tais-toi! Alassane Ouattara ne peut rien faire. Donc, où est la puissance de l'homme noir? Où est la puissance de l'homme noir? L'homme noir est puissant, d'accord, que dans sa famille. Et ce qui est vilain, l'homme noir ne montre jamais sa puissance à l'extérieur. L'homme noir, il ne montre jamais sa puissance à l'extérieur. Et c'est le symbole même de la famille. Vous verrez que chez nous, dans nos familles africaines, très rare que quand le papa rentre, les enfants se réjouissent pour dire « Papa, papa ». Souvent quand papa rentre, les enfants ont peur. On dit hey, « Papa arrive », tout le monde se cache. En fait, c'est le reflet de ce qui se passe dans la famille. Papa n'est pas amour. Papa n'est pas fédérateur. Papa inspire la crainte. Papa est un dictateur souvent à la maison. C'est vrai qu'on crache souvent sur les femmes. Hein? Je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites. Mais en moyenne, c'est l'homme qui donne le ton sur le comportement de la femme. Et on dit l'homme est le chef de famille. Papa est très cruel à la maison. Mais dehors là, c'est une poule mouillée. Le jour où des hommes noirs pourront, le jour où les hommes noirs pourront regarder aussi les puissants de ce monde et dire que ça c'est notre terre. Voici, c'est qu'il y a un changement. Donc, ce qui s'est passé hier, on s'est senti comme des fourmis qu'on peut écraser. Si vous voyez que les gens parlaient beaucoup, on s'est senti comme des fourmis qu'on peut écraser. Parce qu'on s'est senti faible, inutile dans le monde. On n'apporte rien. Et hier, j'étais sur le panel de John. J'ai dit, mais vous là, vous faites le cacao là. Mais c'est pas le cacao, on devient puissant.
Les gens m'ont entendu. Ils avaient mal dans leur cœur. Ils avaient mal dans leur cœur. Parce qu'en fait, ils étaient pincés dans leur amour propre. Mais c'est une réalité. Au moment où les puissants mangent, nous, même les miettes, on n'est pas en bas. Et hier, quand je disais comme ça, sur le panel de John, il y a M. Kokoranzi qui dit que non, ma manière de penser n'est pas bonne. Non, 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 non. Je suis très réaliste. Moi là, je suis très réaliste. C'est-à-dire que quand Donald Trump dit l'Afrique est un continent de merde, pour lui, dans sa réalité, c'est un continent de merde. Vous décidez de quoi? Quand il vient devant des pays africains et puis il dit c'est quoi ton pays? Et puis il dit dans ton pays on parle anglais comme ça. Mais c'est normal parce qu'il n'a pas d'intérêt là-bas. Il n'a pas d'intérêt. Ils sont tout puissants. Vous voulez quoi? Ils sont tout puissants. Vous dites que non, c'est du mépris pour l'Afrique. Mais tu fais quoi en fait? Tu as fait quoi d'utile dans le monde? C'est ça que je dis à mes frères souvent quand on dit souvent l'Afrique est riche. Mais c'est pour vous flatter. L'Afrique est riche, c'est pour vous flatter. Allez regarder dans nos rues. Combien de nos soeurs qui se prostituent juste pour manger? Combien de nos frères qui vont mourir dans la Méditerranée? L'Afrique est pauvre. Parce que ton sous-sol là, qui t'a fait même prendre conscience que ton sous-sol est riche? Parce qu'il faut des machines. D'accord? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour fabriquer des machines? Qu'est-ce que toi tu fais pour acquérir des technologies? La seule chose que l'Africain qui est puissant fait, c'est d'arrêter les voix dissidentes, c'est de taper, c'est de manger dans le peu de caisse qu'il y a, c'est de vivre, lui et son clan, au-dessus des gens. C'est ça. Et souvent, il faut être mis devant la réalité. L'Africain a besoin d'avoir un électrochoc pour se réveiller. L'Africain doit avoir un électrochoc pour se réveiller. Est-ce que l'Africain peut se réveiller ou pas? L'Africain, bien sûr, peut se réveiller. Est-ce qu'il y a des solutions? On me reproche en disant ça à tout le monde, tu ne donnes pas des solutions. D'accord? Je vais donner mes solutions. Mais je vais commencer par le cas vénézuélien. Première des choses, on va se remettre dans le contexte. Frère, je vais venir même sur la démocratie. Hier, les démocrates, ils ont fermé leur bouche. Ils ne parlaient plus. Quand je parle, on me dit, oh, tu es un truc qu'on appelle, comment dire, tu es quelqu'un qui est, on me dit, tu es anticonformiste, tu soutiens l'AES, tu soutiens tant. Je vais vous dire pourquoi les gens de l'AES là, je les soutiens. Je vais vous le dire, parce que je n'ai jamais caché, et vous allez comprendre. Mais vous, les démocrates, hier là, on vous a montré que la démocratie, levez-vous. Il n'y a pas des gens qui travaillent à l'ambassade des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères le convoque pour donner des cours de démocratie. Je vais vous lire des choses ici, et puis je vais rigoler. Je vais vous donner des éléments. Oh, vous ne parlez plus? La démocratie, voilà, les grands démocrates sont allés prendre un président. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Parlez, donnez des cours de démocratie dans les émissions de MCI et dans les émissions de Life. Mais nos chers chroniqueurs, c'est le moment de faire des cours de démocratie. Faites les cours de démocratie et vous allez comprendre. Mais cette affaire-là, est plus que ça. Cette affaire-là est très intéressante. Elle est très, très intéressante. Je vais d'abord rentrer les pieds dans le plat, dans quelque chose de très important. On peut commencer. Ok. Tout le monde hier était choqué de l'opération dans laquelle on a eu à exfiltrer Nicolas Maduro. J'ai vu hier des gens s'extasier. Ouah, Nicolas Maduro, et les Américains, il n'y a pas l'homme pour eux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas été du tout choqué de l'opération américaine. Elle n'était pas extraordinaire. Ah, ils sont rentrés, ils ont pris Maduro. Je n'étais pas du tout choqué. Vous savez pourquoi? Je n'en veux pas aux Américains. J'en veux aux Vénézuéliens. J'ai posé la question. Comment les Américains sont rentrés? Aucun Américain n'a été blessé. Les gens ont entendu, ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Bon, quelqu'un vient, il veut moi m'enlever, moi, chez moi à la maison. Il vient m'enlever à la maison. Il y a ma femme qui est là. Il y a mes enfants qui sont là. Et puis le gars, il rentre à la maison, il me prend, et puis il ressort sans qu'il n'a rien eu. Il n'y a pas de cri, il n'y a rien du tout. Mais
Vous allez poser la question, madame, vous étiez là? Les enfants, vous avez vu ceux qui sont rentrés? Ils vont vous dire oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, on pouvait faire quoi? On pouvait faire quoi? Bon, on peut comprendre, peut-être ma femme était plus faible. Et les enfants, d'accord, et tout. Non, simplement la garde rapprochée de Maduro. La garde rapprochée de Maduro. Et certaines personnes, d'accord, ont été infiltrées depuis au moins 1 an. Depuis au moins 1 an. Et j'ai reçu une information. Je mets avec des pincettes. Où une personne même a donné le lieu où Maduro dormait. D'accord, où Maduro mangeait. Et c'est là Maduro a été pris. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des collabos. En fait, c'est comme ça quand vous... quand vous étiez là, vous étiez... J'ai dit, mais vous ne connaissez pas les États-Unis. C'est pas la première fois que les Américains font ça. Ils ont fait Manuel Noriega pour le canal du Panama à la même date. Le jour même, je vais venir même sur les dates aussi, parce que les dates ont des portées. Le 3 janvier est une date symbolique en fait pour les Américains. Et puis, je vous invite aussi à aller faire vos enquêtes sur la date du 3 janvier. Qu'est-ce que la date du 3 janvier symbolise? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que je n'ai pas envie de me perdre dans tous les sens. La date du 3 janvier, et vous allez comprendre. Maintenant, parce qu'il ne faut pas, ils vont censurer mon truc ici, ils vont couper mon truc. Maintenant, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Les gens ont liquidé, ils ont liquidé Maduro. Noriega, 3-4 janvier. C'est le 3 janvier. 3-4 janvier. Je sais de quoi je parle, champion. Tu me dis 4 janvier. C'est entre le 3-4 janvier, mais c'est le 3 janvier. Noriega. Les gens peuvent aller vérifier, ils vont voir. Maintenant, il y a un truc qu'on appelle donc Maduro, Nicolas Maduro, laissez 50 millions de dollars. Là. 50 millions de dollars, c'est quoi? C'est pour manger à loco. J'ai dit, les gars ont été infiltrés depuis longtemps. Merci. Ceux qui confirment, donc je ne suis pas en train de raconter des conneries, je ne suis pas un gars qui vient pas flotter. D'accord? Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de fermer, s'il te plaît, ferme les portes là. J'ai besoin de calme. Je ne suis même pas flotteur. Ils vont me faire passer pour un pas flotteur. Tiens. Ah ouais, matin, on dit à 5 pas flotteur. Donc, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Il était infiltré. Il était infiltré. C'est pour cela, comme un président de la République, de surcroît, les gens vont rentrer, ils vont pénétrer, ils vont aller le prendre, d'accord? Ils vont aller le prendre et puis ils vont sortir comme du beurre. Ça, c'est la première question que je me suis dit. J'ai dit, et puis Donald Trump dit que personne n'a été touché. Mais c'est que le gars, il a été livré par ces gars. Il a été livré par ces gars. C'est tout. Maintenant, quand vous regardez les actions de Donald Trump, je vais vous poser des questions claires, vous allez me répondre. Depuis que Donald Trump est là, Donald Trump, par ces attaques-là, sur ces 2 mandats, par ces attaques-là, a-t-il véritablement libéré un pays, d'accord? A-t-il véritablement libéré un pays où il a plutôt fait du bluff? A-t-il, d'accord, véritablement libéré un pays ou a-t-il fait du bluff? Merci Malcolm X. Donald Trump, pour moi, c'est du bluff. Et vous êtes tombés dedans. Bouf. Vous êtes nombreux à être tombés dedans. Et pourquoi je vous pose cette question? Qui est l'actuel président? Qui est l'actuel président du Venezuela? Donnez-moi le nom de l'actuel président vénézuélien. Qui est président au Venezuela? Non, j'ai dit qui est président au Venezuela. Actuellement où on parle là, il y a des Vénézuéliens qui marchent à Caracas. Hein. Qui est président? Attendez, qui est président? Attendez. Ah, vous ne connaissez pas le nom du président? Merci Emmanuel Gobé. C'est une femme. C'est Delcy Rodriguez. Merci. Il y a une seule personne qui a répondu. Qui est président actuellement? C'est Delcy Rodriguez. Ok, je vous pose la question. Où Delcy Rodriguez était quand ils ont mené l'opération sur Maduro? Répondez avec moi. Je dis c'est Delcy Rodriguez. J'ai dit où Delcy Rodriguez était? Merci. Ah d'accord. Elle était où? J'ai vu 2 bonnes réponses. Elle était où?
Elle était en Russie. Ok, merci. Delcy Rodriguez a fait une déclaration où elle a dit l'État, c'est pas Machado, hein. C'est pas Machado. C'est Delcy Rodriguez qui est la vice-présidente. Allez-y aux informations, allez chercher. Hier, j'étais en train de discuter. Pourquoi actuellement à Caracas, là, est-ce que le gouvernement de Maduro là, le gouvernement est déchu? Répondez-moi par oui ou par non. On est ensemble. Enfin, c'est de l'interactivité. Je vous pose la question. Est-ce que le gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la Défense, ils sont en place? Ok. Alors, à votre avis, pourquoi Donald Trump menace de faire un deuxième bombardement et de tenir lui-même la transition jusqu'à ce que les choses se rétablissent? Vous pensez que, après les bombardements là, il faut faire des opérations sur le terrain parce qu'il y a des hommes qui sont là. Il y a des hommes qui sont là. Vous avez vu des combats? Vous avez vu des combats sur le sol pour l'instant? Vous avez vu des combats sur le sol pour l'instant? Ah bon? Vous avez vu des combats? Pourquoi Trump hier, il a dit qu'il va... Pourquoi Trump, il a dit qu'il va encore faire d'autres frappes? Parce que les gens ne se sont pas encore rendus totalement. Les gens ne se sont pas rendus totalement. Et à Caracas, c'est pas moi qui le dis selon les... Je vais mettre même... Attends, je vais mettre du son. Je vais mettre des trucs parce que quand je parle, les gens vont croire que je suis en train de faire des récits inutiles. Je vais vous mettre des trucs de France 24 et vous allez entendre. Attendez, hein. Regardez ce que je dis et vous allez voir l'information, vous allez voir l'évolution de l'actualité, vous allez voir l'évolution de l'actualité au fur et à mesure. Et pourquoi je parlais de bluff? Vous allez voir l'évolution de l'actualité au fur et à mesure. Et si je suis un menteur, je viendrai m'excuser ici devant tout le monde, d'accord? Je viendrai m'excuser ici devant tout le monde. Mais j'ai dit, vous êtes tous tombés dans le bluff. Et je vais vous donner les raisons du bluff. Et je vais vous dire pourquoi Donald Trump, en termes de politique, de géopolitique, il est très maladroit et souvent il gâte les choses. On va aller pas à pas. On y va. Je vais vous mettre France 24 parce qu'on va pas me dire que... On va pas me dire... J'ai dit c'est du bluff. Attendez. Je vais mettre France 24. Venezuela, France 24. Là, vous allez entendre les gens de France 24 même parler. Ok, Venezuela, France 24. Et puis, ensuite, moi, je vais venir moi-même sur mon point de vue. Non, allons-y tout doucement. Alors. Téléchargez l'appli Deliveroo. Retrouvez vos super... Ok. L'angoisse qui régnait hier au Venezuela. L'angoisse d'un futur incertain pour le pays après la capture de son président et les annonces de Donald Trump affirmant que le Venezuela serait bien... Alors, pourquoi je prends France 24? Je vais vous dire quelque chose en termes, pour ceux qui veulent être des analystes. Ne prenez pas toujours vos idées pour les présenter à la face du monde. Un bon analyste, c'est celui qui prend même les idées de l'adversaire, les confronte à ses idées et fait une synthèse. On ne prend jamais, si vous voulez être des analystes, ne cherchez, d'accord, ne cherchez jamais à prendre ce qui est de votre camp pour venir le donner aux gens. Vous prenez les deux faits et vous les croisez. Moi, je l'ai appris ça en histoire. Parce qu'en histoire, on fait des synthèses. On ne prend pas la thèse de ce que l'on pense. On prend la thèse, l'antithèse et on fait des synthèses. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, je dis c'est France 24 qui parle. Ça fait 4 heures. C'est une journaliste qui est au Venezuela. D'accord? 4 heures. Écoutez bien ce qu'ils disent. Et vous allez voir. C'était la stupeur et l'angoisse qui régnaient hier au Venezuela. L'angoisse d'un futur incertain pour le pays après la capture... Un futur incertain. Trump a gagné, non? Trump a gagné. Tout le monde était là hier. Ouais, America is first. Yeah, les Américains sont forts. Delta Force. J'étais en train de vous regarder comme ça, puis je rigolais. Je rigolais. On va aller aussi sur l'AES. Hein. Ne soyez pas pressés. J'étais là et puis je regardais comme ça. Je rigolais. Je dis, pourquoi on est émotif comme ça à ce point? On est trop émotif. Le problème de... On est émotif. Ne donnez pas raison à Senghor. Souvent, on donne raison à Senghor. On est trop émotif. Quand tu sors... Calmez-vous. Écoutez, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Écoutez, c'est entre eux. C'est le même clan. Écoutez.
son président et les annonces de Donald Trump affirmant que le Venezuela serait bientôt administré par des collaborateurs de Donald Trump. C'est donc la confusion générale au sein de la population qui s'est précipitée hier dans les supermarchés en prévision de jours et de semaines difficiles. Ah, pourquoi au moment où Donald Trump dit que c'est les États-Unis qui vont gouverner, les populations qui sont au Venezuela là, eux ils vont faire les courses, les provisions pour rentrer. Pourquoi? Ils font les courses pourquoi? Si les Américains sont déjà assis, normalement ils sont en gère, c'est les States qui sont là. Mais pourquoi ils vont faire les provisions? Pourquoi ils vont faire les provisions? Pourquoi ils vont faire les provisions? Ils vont faire les provisions pourquoi? C'est déjà plié, non? C'est plié. Quand c'est plié, tu vas pas faire les provisions pour truc. Normalement, tu vas qu'à tes occupations. Tu vas qu'à tes occupations. Tu es content? Bon, les tétoirs sont là, le blé va rentrer. Pourquoi tu vas faire les provisions? Ton cœur est mort, pourquoi? Pourquoi tu es paniqué? Attendez, on y va. Du côté des autorités chavistes toujours au pouvoir, c'est bel et bien Nicolás Maduro qui est... Les autorités chavistes toujours au pouvoir. Les autorités chavistes toujours au pouvoir. D'accord? Les autorités... C'est pas moi, hein? C'est France 24. Allez dessus. Ne dites pas que je fais la propagande. Ok? Ne dites pas que j'ai fait de la propagande. C'est France 24. Je remets et vous entendez. Vision de jours et de semaines difficiles. Du côté des autorités chavistes toujours au pouvoir, c'est bel et bien Nicolás Maduro. Ah bon? Les autorités chavistes toujours au pouvoir. C'est bel et bien Nicolás Maduro qui est au steak là. Eux ils disent c'est leur président. Faut aller sur le terrain. Moi je vais vous donner un exemple qui est simple. Je prends l'exemple de mon pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Mon pays entre 2010 et 2011, il y avait deux camps. Il y avait un camp qui avait le soutien de la communauté internationale. C'est-à-dire Alassane Ouattara, le PDCI-RDA, le MFA, la rébellion, les MPCI et autres. Ils avaient le soutien de la Ivoiriens n'aient la maîtrise de leur ciel avec l'armée française et leurs collaborateurs. C'est-à-dire que les gars maîtrisaient le terrain. Et c'était des petits soldats. Ils n'avaient pas des armes de ouf. Mais ils ont tenu au moins 4 mois. Et il n'y avait aucun avion de l'armée loyaliste. Vous savez comment ils ont fait? Parce que les gars étaient unis. Ils ont résisté. Mais à la longue, il y a d'autres Ivoiriens qui sont contre eux. Si d'autres Ivoiriens sont contre eux, ça va être compliqué. Parce que les Ivoiriens même luttent contre leurs propres frères Ivoiriens. Mais à partir du moment où un pays, d'accord, un pays, c'est-à-dire est uni en bloc, parce qu'on nous montre, on dit c'est 8 millions de Vénézuéliens hein, qui sont opposants. Les Vénézuéliens sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien dans le fond? C'est ça la question. Parce que la guerre là, regardez, quand vous montrez les guerres, regardez les guerres. Quand on nous montre les guerres dans les films américains, on nous montre les Américains comme des gens qui truquent. Eux, ils viennent, ils détruisent. Mais la guerre se passe, tu détruis, mais la guerre là, ça se passe sur le terrain. Pourquoi les Somaliens, sur une opération en Somalie, les Américains ont échoué? Pourquoi au Vietnam, ils ont échoué? Les Vietnamiens, ils ont quelle âme? Comment ils ont échoué? Parce que les Vietnamiens, en fait, la plupart, Faucon Noir, effectivement, ont su résister. Ils ont résisté longtemps. C'est difficile. Un pays même comme la Corée du Nord, vous croyez que c'est seulement, en fait, parce qu'ils ont la bombe atomique? Mais le but, là, c'est de rentrer, en fait, en Corée du Nord. Faut rentrer. Il y a des opposants qui sont opposés au régime nord-coréen. Mais ils sont combien? Rentre en Corée du Nord. Tu vas voir ce que les gars vont faire. C'est ça la réalité. Et c'est l'un des gros défauts que nous, les Noirs, on n'a pas encore compris. Et c'est pour cela, les gens ne veulent jamais que les Noirs soient unis. Parce que si les Noirs sont unis sur une base militaire, mais c'est foutu. Ça remet tout un truc. En fait, on va toujours tout faire pour nous diviser. On va toujours tout faire pour nous. Et ça marche. Ça marche. Même l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pourraient régler leurs problèmes entre eux. Mais il faut prendre un faisceau qui agit avec leur réseau. Est-ce que vous comprenez? Pour le partage du gâteau. Sinon, on pouvait... Si on avait des chefs traditionnels qui paisaient, qui ne faisaient pas de l'aplaventrisme, mais on pouvait régler chez nous en Côte d'Ivoire nos conflits entre nous. Mais on a mis la communauté internationale. Mais la communauté internationale, elle ne vient pas gratuitement. Elle veut manger, elle fait sa part. Oui, bon, ok, on vous envoie des missiles. On doit bombarder. Vous faites quoi? Vous nous donnez quoi? Bon, on vous donne des marchés, on vous donne tant. C'est comme ça fonctionne. La Libye, c'est pareil. S'il n'y avait pas d'autres Libyens qui étaient allés les voir,
Vous croyez qu'en fait, il n'allait pas venir en fait là? Il n'allait pas venir en Libye, la Libye de Kadhafi? Maintenant, on va aller encore plus loin. Vous allez comprendre les vraies raisons pourquoi Donald Trump agit comme ça. Parce qu'il y a un côté là qu'on ne parle pas trop de ça. Je vais quand même rebondir dessus. Mais on écoute juste le reportage jusqu'à la fin et puis je reviens dessus. Qui est encore le président, comme l'a affirmé Delcy Rodriguez, la vice-présidente, lors d'un conseil de défense où elle s'est montrée très combative. Ah, c'est de ça que je parlais hier. Elle était dans un conseil de défense. Delcy Rodriguez était où? Elle était en Russie, non? Hier, elle était dans un conseil de défense. Elle était dans un conseil de défense. Et aux dernières nouvelles, il faut que je regarde la source, mais il y a un de mes informateurs qui disent que des navires russes s'approchent du Venezuela. Je dis aux dernières nouvelles, mais il faut que j'ai la source. Parce que j'aime pas, je ne suis pas dans le béret. On dit des navires russes. Delcy était en Russie. Maduro, il a rencontré des Chinois quelques heures avant l'opération. Sur la télé vénézuélienne, il faut que je montre l'émission. J'ai regardé hier, il disait qu'il était prêt à discuter n'importe où et n'importe quand avec les Américains. Quelques heures avant le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Est-ce que je ne vais pas accuser Maduro? Qu'est-ce que Maduro était en train de leur dire ou de leur promettre? Comment se fait-il que la vice-présidente se trouve subitement en Russie? Les Chinois ils ont condamné, mais à demi-mot. Trump a rassuré les Chinois sur la vente du pétrole, parce que c'est une affaire de pétrodollar. Les Russes, ils n'ont pas trop parlé. Ils n'ont pas trop parlé. Mais j'ai dit sur le terrain là, pourquoi le ministre de la Défense est venu parler de façon ferme? Et c'est Delcy qui a tenu un conseil de guerre. Prête, d'accord? Il n'y a pas de mal, Merkava. Tu n'es pas en profondeur, il faut te calmer. Tu n'es pas en profondeur. C'est pas une question de mal. Vous croyez que... Ouais, Machado, je n'ai pas envie de me disperser. Merkava, allons-y doucement. Il y a quel mal qui est fait? Tu sais ce que Maduro a dit aux Américains? Tu sais qui est l'entourage de Maduro? Tu connais Maduro personnellement? Tu le connais personnellement? Tu sais quelle différence? Mais je dis, tu sais pourquoi Maduro a été capturé? Tu ne sais pas. Donc arrête. Il a été capturé, mais s'il a été capturé, c'est pas de la faute de la Russie. Je suis désolé. Il a été capturé, c'est pas de la faute des Chinois. Il a été capturé, faut t'en vouloir. En fait, si tu dois te plaindre contre quelqu'un, il faut te plaindre contre la garde rapprochée de Maduro. C'est pas contre les Chinois et contre les Russes. Voilà. Tu ne sais pas tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit au fur et à mesure que le temps on va comprendre beaucoup de choses. Mais vous êtes trop, excusez-moi, émotif par moment. C'est pas comme ça en fait que l'on analyse. Il faut prendre les choses à froid. Maintenant, je suis en train de dire que Delcy Rodriguez a tenu un conseil de guerre. Je vous ai posé la question ici. Qui dirige le Venezuela? Il n'y a que 2 personnes qui m'ont donné cette réponse. 2 personnes m'ont donné cette réponse. 2 personnes. 2 personnes qui m'ont donné la réponse. Que c'est Delcy Rodriguez. Comme c'est France 24 qui nous informe. D'accord? Affirmant notamment qu'elle ne se rendrait pas et elle a appelé la population à défendre sa patrie. Une journée inimaginable il y a encore quelques temps qui précède certainement une période obscure pour le Venezuela. Alors, pourquoi France 24 parle de période obscure or que Trump il a libéré le Venezuela? Hein? Pourquoi on parle de période obscure pour le Venezuela? Si Trump il a libéré, vous croyez que Donald Trump va prendre des soldats, des Marines, pour débarquer dans le Venezuela, pour aller faire une guerre? Vous le pensez véritablement? Vous êtes sûr que Donald Trump, en fait, c'est-à-dire même que s'il rentre à Caracas, ils vont pouvoir diriger le Venezuela tranquillement? Voici une autre erreur de Donald Trump, où Donald Trump s'est adressé, d'accord, à Petro, qui est le dirigeant colombien. Vous avez vu la sortie de Raúl Castro, la sortie de Lula du Brésil, la sortie de Petro de la Colombie. Les 3 ont demandé de toute urgence de mettre un conseil. En fait, là, par la position de Trump, la position de Trump, même Diaz-Canel, bah voilà, la posture de Trump, qui était une posture de bluff, pour moi c'est du cinéma, une posture de bluff, va renforcer le bloc, c'est pour ça que je parlais des Bolivariens, va renforcer le bloc de ces personnes-là, de certains pays d'Amérique du Sud, qui n'ont rien à perdre, qui n'ont rien à perdre dans le fond.
mais il va renforcer, d'accord, un bloc. Donc, ce que j'ai dit, ce que Trump a fait, quand on le regarde, c'est spectaculaire, waouh et autres, mais regardez les conséquences. Regardez les conséquences. En fait, il renforce des blocs, d'accord. Oui, il a dit à Pétrole de faire attention à ses fesses, mais ça, c'est du bluff. Il renforce, en fait, les blocs sans faire... En fait, je sais pas si Trump fait exprès. Je sais pas si Trump fait exprès ou quoi, mais il renforce des blocs. Il renforce des blocs. Et je dis ce qui s'est passé vis-à-vis de Maduro. Là, en fait, il faut poser la question aux Vénézuéliens. Ceux qui étaient au niveau, d'accord, ils étaient autour de lui. Parce que là, il a dit les semaines à venir, ils vont installer les entreprises. Regardez si les entreprises vont être installées. Je me dis que c'est du bluff. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est très important. Là, il y a les élections à demi-mandat entre les démocrates, d'accord. Entre les démocrates, il y en a un qui dit toi, tu es plus stratège que toi. Mais ce n'est pas parce qu'on est les USA qu'on est forcément stratège. Hein. Il y a les USA qui font des erreurs souvent si bêtes. Je dis, il y a les élections à demi-mandat. Trump, il a la pression des gens. Il y a quelques semaines ou même quelques mois, les gens disaient vis-à-vis de Trump que Trump, par rapport à l'affaire Epstein, par rapport à l'affaire Epstein, d'accord, que Trump risquait de se faire prendre par rapport à cela. Ça, les gens oublient ça aussi. Trump essaie de gagner, d'accord, il essaie de gagner l'adhésion des masses. Il essaie de regagner, en fait, de refaire une reconquête populaire vis-à-vis, d'accord, des Américains. Comme s'il serait, en fait, le sauveur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contrepartie? Je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une contrepartie? Donc, je dis, il faut faire attention. Nous sommes d'accord dans les émotions. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, pour l'instant, tant que c'est les gens ce sont les gens de Maduro, les gens de Chavez qui sont là, moi, je n'ai pas à parler. Je ne sais pas si je dois, en tout cas, me poser des questions. Il faut que je pose des questions à la garde rapprochée des gens de Maduro. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu affrontement. Donc, ils ont été infiltrés. Ils ont été infiltrés. Donc, je ne sais pas. Mais tant que les gars sont encore là, Machado n'est pas encore là, et les entreprises américaines ne sont pas encore là, pour moi, ça a été du bluff. On l'a vu avec l'Iran. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé de vous le dire. L'Iran même qui joue Israël. On a vu les bombardements, on a vu avec le dôme de fer. Tout le monde était en train de crier. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas le même ayatollah qui est là? C'est pas le même ayatollah qui est là? C'est pas le même ayatollah qui discute avec Poutine? C'est pas les mêmes ayatollahs, d'accord, qui ont... c'est pas les mêmes ayatollahs qui sont encore en train de parler avec la Chine? Voilà. Voilà, moi c'est des questions que je pose. Maintenant, venons sur notre continent. Parce que hier, j'ai vu beaucoup. Donc, déjà, j'aimerais dire quelque chose aussi. Quand les gens disent que la Russie et la Chine ont lâché le Venezuela, je suis désolé. Un partenariat commercial n'est qu'un accord commercial. Un accord de coopération n'est qu'un accord de coopération. Et l'accord de coopération militaire ne demande pas que celui avec lequel vous coopérez par les instructeurs ou la livraison d'armes est censé intervenir militairement. Ça, c'est une première règle d'abord. De deux, un accord de défense se différencie d'un accord de coopération. Parce que je vois des gens sur Internet qui écrivent tout et n'importe quoi. Est-ce que le Venezuela avait signé un accord de défense avec la Chine ou la Russie? Non. Alors, si il y a les commentaires, les gens disent Trump va venir, Trump va faire quoi? Moi, ma gueule de baoulé gros là, Trump va faire quoi? Il y a les dans ses aoulis devant lui, il va me laisser. Il y a les dans ses aoulis, et puis il a dit ah, bah, Trump, il est zanté, il va dire mais c'est qui se plaisanter, il va me laisser. Donc, il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. Il va gagner quoi avec moi? Il faut savoir faire la différence entre un accord de coopération militaire et un accord de défense. Parce que, en fait, c'est beaucoup de choses qui ont été dites en fait sur les réseaux et autres. On va écouter, d'accord, on va écouter déjà l'analyse de quelqu'un, un doyen que j'aime bien, qui s'appelle Pierre Charrier. Et Pierre Charrier, lui, donne d'autres raisons en ce qui concerne ce qui s'est passé. D'accord?
Un instant, les gars me vont tout rire. C'est-à-dire que comment ont-ils enlevé Maduro? Ils ont enlevé Maduro par une trahison. C'est-à-dire que Maduro a été trahi par des gens de sa garde, des gens qui étaient chargés de le protéger. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ah oui, c'est absolument... Il n'y a pas de commando Delta, il n'y a pas de SAS, il n'y a pas de film, c'est pas G007 qui est venu chercher Maduro à Caracas. Voilà, en fait, c'est tellement logique. C'est tellement logique. Je vous ai dit un petit pays de 322 463 km qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Avant de prendre Gbagbo Laurent, vous avez vu des gens couchés, des corps couchés, vous avez vu des trucs. Hein? C'était avec l'armée française. Donc, en fait, moi, quand je vois ça, et puis vous êtes là éberlués, waouh, les Américains sont... J'ai dit, mais attendez, vous ne savez pas, je sais pas quoi. Vous ne voyez pas que c'est du spectacle? Vous ne voyez pas que c'est du spectacle? À un moment, il faut être rationnel. Je vais vous montrer le visage de... Maduro. Ils ont enlevé, c'est-à-dire que comment ont-ils enlevé Maduro? Ils ont enlevé Maduro par une trahison. C'est-à-dire que Maduro a été trahi par des gens de sa garde, des gens qui étaient chargés de le protéger. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ah oui, c'est absolument... Il n'y a pas de commando Delta, il n'y a pas de SAS, il n'y a pas de film. Afro Thunder, toi qui étais dans l'armée française un petit peu, bon, même si les Américains sont 10 000 fois plus forts, hein, ils sont 1 milliard de fois plus forts. Donc, ils n'ont eu aucune altercation. C'est-à-dire Maduro, qui était chef d'État là, lui il dort comme un bébé, il n'y a personne. Les Américains viennent le prendre, ils le prennent comme un paquet et puis ils s'en vont. Ah, mon frère, doucement. Mais il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Toi-même qui as été dans l'armée française, hein, tu dis ils sont 1 milliard de fois plus forts. Quand même. Ah, faut faire preuve de réalisme. Je ne suis pas en train de mettre en doute les capacités américaines. Mais on réfléchit en un cerveau. Toi aussi. Il a sa garde rapprochée là. Parmi sa garde rapprochée, ils l'ont tout. Et les gars travaillaient avec lui, il était livré, c'est tout. Aïe, où est-ce que j'ai dit de trucs? Ils l'ont tout. Ah. Français qui est venu chercher Maduro à Caracas, il a été trahi par son entourage. Et après, les Américains l'ont récupéré et sous statut de trafiquant de drogue. C'est comme s'il était Pablo Escobar, parce que la chose a été confiée à la DEA et les officiers, les militaires qui entouraient Maduro avaient un grand écusson sur la poitrine DEA pour que ce soit bien clair, que ce soit une opération. C'est-à-dire que comment ont-ils enlevé Maduro? Ils ont enlevé... Voilà, ça c'est une analyse, même je viens de tomber sur cette analyse. Maintenant, je vais vous présenter en fait un instant. Nous n'avons pas de... Ce qui vient... Donc c'est vrai que je suis très très proche du... Attendez. Le président Maduro... Un La instant. Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que en la madrugada de hoy, 3 de enero, Ça, c'est le ministre de la Défense. venezolano ha sido objeto de la... Ça, c'était sur Le Parisien. C'est une source du journal Le Parisien, d'accord? C'était le ministre de la Défense hier dans les premières heures. Maintenant, je vais... Attendez, je pense trouver cette analyse que j'ai appréciée, d'accord? Sur la page Géopolitique 92, parce que j'aime bien Pierre Charrier. Et son interview, c'était en plusieurs phases, parce qu'on a enlevé le truc. On va écouter, d'accord, ce que Pierre Charrier nous dit. Donald Trump a mené une attaque sans précédent sur le Venezuela et capturé le président Nicolás Maduro. Une attaque historique qui a suscité des réactions très vives partout dans le monde, alors que désormais énormément de questions se posent. On va donc faire un point aujourd'hui sur la situation très critique pour répondre à toutes vos questions et tenter d'analyser ce qui se passe sous nos yeux. Vous l'imaginez, on va aussi parler aujourd'hui de pétrole. On va répondre à toutes vos questions et comprendre un peu mieux le contexte dans un instant, mais d'abord faisons un point très rapide sur ce qu'il s'est passé et sur cette attaque sans précédent. Alors on vous l'a annoncé sur Instagram dès que les premières informations nous sont parvenues. Ça s'est donc passé dans la nuit à Caracas, la capitale du Venezuela, au nord donc de l'Amérique du Sud. C'est donc une opération immense par son ampleur. Selon l'armée américaine, plus de 150 aéronefs, donc potentiellement des avions, des hélicoptères ou encore des drones, ont participé à cette opération partant de 20 bases différentes. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient réussi à plonger dans le noir Caracas, a priori via des coupures d'électricité, afin de mener cette opération. Les forces spéciales américaines ont pu compter notamment sur une source de la CIA, donc les services secrets américains, une source visiblement infiltrée donc à l'intérieur du pouvoir au Venezuela. Vous avez entendu?
Venezuela qui transmettait aux États-Unis la position de Maduro ces derniers jours. Vous avez entendu? Un instant, s'il vous plaît. Donc, quand on parle d'une source de la CIA, c'est pas forcément un Américain. C'est un Vénézuélien. D'accord? Qui peut être même, d'accord? Il peut être au sein même de la garde rapprochée. Il peut être, voilà, et puis il travaille pour la CIA. D'accord? Écoutez. Selon Donald Trump, aucun membre de ses troupes n'a été tué, tandis que le bilan du côté du Venezuela n'est pas connu à l'heure actuelle. D'accord. Tarek William Saab, qui est le procureur général du Venezuela, a affirmé à la télévision locale que, je cite, des victimes innocentes ont été blessées et tuées. Et pour l'instant, c'est une information qui est impossible à vérifier. On aura probablement... Voilà, donc William Saab, qui est le procureur général à Caracas, dit qu'il y a eu des victimes, d'accord? Il y a eu des victimes, il y a eu des blessés. Tom dit le contraire. Oui, un faux honneur, c'est ça en fait l'analyse. On explore plusieurs pistes. Moi, parce que franchement, j'ai essayé de regarder avec beaucoup de minutie. Quelques heures avant son interpellation, il était sur la télé vénézuélienne et sur la télé vénézuélienne, il disait qu'il était prêt à discuter n'importe où, n'importe quand avec les Américains. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est des images officielles. Vous allez, il était dans une voiture. C'est une émission de télé, comme on lui pose des questions et autres. Moi, j'ai vu le truc. Quelques heures, diplomates, des responsables chinois, Delcy Rodriguez en Russie, qui revient de Russie, qui tient un conseil de guerre. Les gars sont là. Trump dit qu'il menace encore de faire une deuxième frappe. Machado, qui est limite bloqué par Trump. Trump lui dit, attends, d'abord, Joe, je pense que c'est un truc qui s'est mélangé dans leurs mains. Il y a le côté spectaculaire, mais le truc là, c'est mélangé dans leurs mains. Parce que la suite, maintenant, c'est sur le terrain. On va voir dans les jours et semaines à venir si les entreprises américaines vont se déployer comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'actuellement, c'est l'équipe de Maduro qui est toujours là. C'est que Maduro seul est à New York. Mais les gars sont toujours aux affaires. Donc, écoutons. Davantage d'informations dans les prochaines heures. Nicolas Maduro a donc été capturé, ainsi que sa femme, Cilia Flores. Une photo de Maduro a été diffusée par Trump sur les réseaux sociaux. Au moment où j'enregistre ces actualités, il se trouve à bord d'un navire de guerre américain, l'USS Iwo Jima, en direction de New York, où ils seront jugés. On en parle juste après. Il a noté, même si ça semble évident, c'est tout de même important à souligner, que cette attaque menée par les États-Unis, elle est complètement contraire au droit international. On en reparle d'ailleurs juste après dans les réactions. Alors comment comprendre une telle capture de Maduro par Trump? Vous l'aurez compris, il y a différentes raisons qui sont mises en avant et beaucoup de choses à analyser. Ces derniers mois, vous le savez si vous suivez nos actualités du jour, Donald Trump accusait quotidiennement le président du Venezuela, Nicolas Maduro, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue qui finirait aux États-Unis. Il avait déjà bombardé à plusieurs reprises des navires au large des États-Unis, des frappes qui sont illégales au regard du droit international et des frappes effectuées sans fournir de preuves sur les liens entre ces navires et le trafic de drogue. Lors de sa conférence de presse tout à l'heure, Donald Trump a donc à nouveau mis en avant d'abord cette question du trafic de drogue. C'est ce qui sera d'ailleurs au cœur du procès de Maduro à New York. On en reparle dans un instant. À noter tout de même, pour bien contextualiser les choses, que les études indiquent que le Venezuela n'est pas le principal pays exportateur de drogue vers les États-Unis. Certains pays, en effet, comme le Mexique, le sont bien davantage. Mais finalement, Donald Trump a aussi assumé une autre raison pour cette attaque, une raison qu'il ne mettait pas en avant jusqu'ici, même si très clairement, eh bien, on a eu l'occasion de l'analyser à de nombreuses reprises déjà sur la chaîne, c'est la question du pétrole au Venezuela. En effet, il faut savoir que le Venezuela dispose d'immenses ressources de pétrole. Or, Donald Trump a déclaré ce samedi que les États-Unis seraient, je cite, impliqués de façon très forte dans le pétrole au Venezuela et que les États-Unis allaient installer des compagnies pétrolières américaines qui investiraient donc massivement. Donald Trump a estimé que les Vénézuéliens en bénéficieraient, mais Trump et l'administration américaine ont aussi très clairement assumé que les États-Unis, évidemment, allaient pouvoir gagner beaucoup d'argent de cette opération. Un intérêt donc pour le pétrole au Venezuela, dont on avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais qui désormais ne fait absolument aucun doute, puisqu'il est clairement assumé par Donald Trump. Enfin, pour terminer, Donald Trump a aussi assumé, même si c'est à demi-mot, la dernière motivation des États-Unis avec cette attaque, le fait de pousser vers la sortie un chef d'État qui est opposé
idéologiquement aux États-Unis. En effet, là aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne, Nicolás Maduro, il est issu d'un courant syndicaliste, socialiste, proche de la Russie ou encore de la Chine, des adversaires potentiels des États-Unis. Il faut noter par ailleurs que lorsque Maduro avait remporté les élections en juillet 2024, des élections très largement contestées en raison d'accusations massives de fraude électorale, et bien à ce moment-là déjà, les États-Unis avaient soutenu les partis d'opposition. Et là, en l'occurrence aujourd'hui, Trump semble confirmer que cette attaque, elle était aussi portée par une opposition idéologique, puisque Trump a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis, je cite, soient entourés de bons voisins. Alors que va-t-il se passer au Venezuela maintenant? C'est là la zone floue la plus importante. Trump a déclaré que les États-Unis allaient diriger et gouverner le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait, je cite, une transition juste. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas fermé la porte à la présence de soldats américains au sol dans le pays, tout en agitant la menace d'une possible seconde attaque qui serait, je cite, bien plus importante si nécessaire. Mais très concrètement, en réalité aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que le pays va être dirigé par les États-Unis. On peut noter notamment que María Corina Machado, qui est une figure de l'opposition à Maduro, a appelé le candidat de l'opposition à la présidentielle de 2024, Edmundo González Urrutia, à assumer immédiatement la présidence alors qu'il se trouve actuellement en Espagne. Mais Donald Trump n'a fait aucune déclaration en ce sens et encore une fois, il semble pour l'instant vouloir que les États-Unis dirigent le pays. Sur place au Venezuela, selon de nombreux journalistes locaux, la situation elle est très confuse. Alors chez les opposants à Maduro, il y a eu beaucoup de réactions de joie à l'idée de voir Maduro partir, mais aussi un certain nombre d'incertitudes sur la suite. Du côté des soutiens à Maduro maintenant, il y a eu des appels à manifester et à la mobilisation dans le pays. Et vous en avez l'habitude maintenant, on vous tiendra au courant directement sur notre compte Instagram pour les nouvelles informations. Autre information importante, donc je le disais, Maduro va donc arriver aux États-Unis où il est inculpé. Bon, il est déjà arrivé en fait aux États-Unis, donc voilà, ce qu'il en est en fait, c'est clair que là, en ce qui concerne la situation sur le terrain est tout autre, d'accord, que ce que voilà les gens disent. Maintenant, l'effectivité, c'est ça, c'est l'effectivité du pouvoir. Maduro, en fait, effectivement, a été capturé, et comme on a dit, suite à des personnes qui sont infiltrées, qui bossent pour la CIA, qui étaient effectivement dans son cercle le plus rapproché. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du pouvoir? C'est pour ça que je posais la question aux gens. Qui tient le pouvoir aujourd'hui à Caracas? Et donc, ce sont encore les gens de Maduro qui tiennent le pouvoir. Est-ce que la stratégie de Donald Trump, elle était bonne? C'est ça la question. Parce que je n'ai jamais vu Donald Trump faire des opérations à l'extérieur qui, pour moi, sont véritablement concluantes. On a l'impression, en fait, d'accord, que Donald Trump est véritablement, pour moi, dans le bluff. C'est-à-dire que il peut avoir des partenaires fidèles qui lui disent, bon, voilà, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Il dit, ok, d'accord, ok, je vais faire quelque chose pour les calmer. Et puis après, regardez sa façon de fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui mettent la pression aussi vis-à-vis, d'accord, de Donald Trump? Ouais. Et puis quand on parle, en fait, d'accord, de Noriega, c'est une époque, c'était pour le canal du Panama. C'est pas les mêmes choses. Parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, à mon humble avis, je peux me tromper, Donald Trump a renforcé, d'accord, les camps et les clans. Ils ont renforcé les camps et les clans. Et ces pays-là vont courir rapidement vers d'autres partenaires qui vont... Parce que l'opposition, en fait, le problème, en fait, de l'opposition vénézuélienne, il y a deux choses dans l'opposition vénézuélienne. On a une opposition capitaliste, bourgeoise, d'accord, très américanisée, qui est déconnectée de la plupart des masses populaires qu'on peut dire qui sont manipulées par l'autre clan, d'accord? Ce sont ceux-là, la plupart des gens qui tiennent cette opposition-là. Donc, il y a une sorte de lutte sociale. Mais est-ce que, en termes de masse, ces gens-là, ces bourgeois-là sont plus nombreux que les masses populaires? Je ne pense pas. Et dans ces masses populaires-là, tu vas avoir le sentiment d'accord de patriotisme, le sentiment, en fait, d'accord de fierté et autres. Donc, c'est différent. C'est pas les mêmes registres. C'est pas les mêmes registres. Sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que après ces bombardements, Trump va s'aimer le chaos? S'ils sèment le chaos, ils vont prendre le pétrole comment? Comment ils vont travailler sur place? D'accord? Donc, il faut faire très attention. La géopolitique, ce n'est pas un jeu. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont fait le chaos qu'ils ont sémé en Libye. Depuis combien de temps? Ils font quoi maintenant pour essayer d'arranger les choses en Libye? C'est ça. Donc, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ces questions-là. Il faut prendre beaucoup de recul. Maintenant, je vais revenir sur un petit peu chez nous en Afrique. Parce que
vous savez que cette guerre-là, d'accord, cette guerre-là qui a aussi son corollaire en Afrique. On va parler de l'AES. Les gens attendent que je parle de l'AES. Bon, je vais m'exprimer comme quelqu'un qui est loin de l'AES. Je vais faire cet effort-là, mais je vais vous expliquer la différence. La première des choses, vous savez que Donald Trump a effectué aussi un bombardement pour les chrétiens du Nigeria qui subissent des persécutions de la part, d'accord, ils disent de certains musulmans, des djihadistes. Bon, qui peut me donner le bilan du lancer de missiles de Donald Trump, d'accord, de Donald Trump au Nigeria? C'est quoi le bilan? Quel est le bilan? J'attends. Non, donnez-moi le bilan. Quelle base qui a été démantelée? Combien de terreaux ont été éliminés? Non, donnez-moi le bilan. Combien de terreaux ont été éliminés? Vous savez, moi, j'aime pas les effets d'annonce. On va parler entre nous clairement. Combien de terreaux, d'accord? Combien de gens ont été éliminés? Donc, comme on parle beaucoup, ouais, Donald Trump a lancé une mission au Niger. Oui? C'est quoi le bilan? Ok. Donc, en gros, voilà, c'était un effet d'annonce, lancer un missile. Ah, il y a ceux qui a mis soi-disant 300. Soi-disant 300, d'accord. On va aller dans ta piste. Soi-disant 300. On va explorer les soi-disant 300. Bon, je vais vous montrer encore France 24. Si vous voulez que je vous montre France 24, je vais vous montrer France 24. Alors, en gros, France 24, encore, nous dit que des habitations de civils et des gens ont été touchés. Mais on ne nous a pas montré les cellules terreau démantelées avec le chef des terreau qui a été présenté. Vous voyez? Et quand on est dans l'émotion, on prend l'information comme ça, tac, mais après, on ne va pas chercher. Alors, ce que vous avez vu là, d'accord, ce que vous avez vu au Venezuela, hier, vous avez vu des Africains venir bondir, surtout les Ouest-Africains. Il y a une réalité qu'on ne doit pas nier. Moi, j'aime pas en fait l'hypocrisie. Il y a deux camps en Afrique. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont dans la vision occidentale américaine comme elle se doit. Bon, c'est clair que ce ne sont pas des partenaires parce que nous, excusez-moi, on est de la merde. D'accord? On ne fabrique rien. Tout ce qu'on peut faire, peut-être, c'est donner du renseignement local, mais c'est eux qui détiennent tout. Ils détiennent toute la machine. On n'a pas vraiment d'ancrage décisionnaire. Mais on a des Africains qui soutiennent, d'accord, la vision américaine et autres. Ce sont les démocrates. Moi, je les appelle les démocrates. Il y en a un, en tout cas, je l'ai vu apparaître ici. Ismo, le démocrate, c'est les démocrates. Mais je ne sais pas s'il va donner des leçons de morale à Donald Trump par rapport à ce qu'il a fait, d'accord, au Venezuela. Et j'espère que Donald Trump va les écouter. Eux, ce sont les démocrates. Et puis, il y a l'autre bloc, les gens de l'AES, ceux qui font les coups d'État qu'on appelle les putschistes. D'accord? Voilà, les démocrates les appellent les putschistes. Eux, ils viennent renverser l'ordre et puis ils changent, d'accord, des partenariats avec ce qu'on a toujours connu. Bon, alors, donc c'était les deux camps qui se sont affrontés. Les démocrates ont pour symbole une personne, en l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas qu'on se cache, je parle de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Et puis de l'autre côté, vous avez ces gens-là qu'on appelle les putschistes, populistes là, les Assimi Goïta, Tiani et Ibrahim Traoré. Donc c'est deux camps qui sont opposés. Donc les gens, les démocrates, les enfants des démocrates hier étaient heureux. Ils ont dit, ah, l'AES, vous avez vu, la Russie ne s'est pas interposée dans cette affaire. Vous êtes dans la merde. Bon, la première des choses, il faut qu'on soit franc. La première des choses, si les démocrates veulent faire leur guerre comme Trump l'a fait, qu'ils le fassent. Et vous allez voir une différence qui est nette. Une différence qui est nette. Et je le dis sans passion. Parce que moi, j'aime bien analyser, regarder la documentation militaire et autres. Ces trois pays aujourd'hui, militairement, en 3 ans, d'accord, militairement en 3 ans, ont fait ce qui n'a pas été fait pendant au moins 60 ans. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais allez tester. D'accord? Allez tester. J'ai dit militairement. En 3 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qui n'a pas été fait pendant plus de 50 ans par leurs prédécesseurs sur le plan militaire. Parce qu'ils luttent quotidiennement, d'accord, contre les terreaux. Vous dites que les terreaux prennent leur capital, mais bizarrement, ils ne prennent pas leur capital. D'accord?
Le droit international n'existe pas, Ismo. Si tu veux, tu prends ton micro, tu vas t'arrêter, je sais pas, à la Eiffel Tower ou je sais pas, devant la Statue de la Liberté. Prends ton micro, puis il faut crier. Le droit international, ça n'existe pas. On te l'a montré hier. Tous les grands, même Dominique de Villepin le dit. Bon, comme nous-mêmes, on aime être plus royalistes que les rois, le noir même là, toi, on t'a donné ton indépendance, tu veux montrer à ceux qui t'ont donné ton indépendance que tu es plus indépendant que... Va te crier là-bas. Tout le monde dit, ça n'existe pas. C'est la loi du plus fort, champion. Faut arrêter. Donc, voilà, faut pas... Maintenant, je dis, je suis en train de continuer quelque chose. Quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. C'est que les plus pauvres, les pays les plus pauvres, avec le corollaire de leurs intellectuels, se sont vus comme des crottes. C'est-à-dire que quand ta femme dit, dans le foyer, tu parles, mais tu es un homme incapable. En tant qu'homme noir, on devait avoir honte. Parce que on s'est rendu compte que la politique qu'on fait depuis 1960 là, ne nous a pas permis, nous, d'avoir une place quelque part. Moi, je suis quelqu'un, et je fais partie de ce lot. Hein. Je ne suis pas en train de juger les autres. Je fais partie de ce lot. Mais nos élections là, notre vision de développement là, ça sert à quoi? C'est juste en fait pour taper sur les opposants, les mettre en prison, et puis prendre du crédit, et puis bouffer avec notre clique. On n'a pas de vision. On n'a rien. Je ne comprends pas comment, nous, Africains, c'est-à-dire même le pistolet, on n'a jamais eu l'idée de fabriquer même une usine de transformation. Je n'ai jamais... En fait, je ne comprends pas, en fait. Même pistolet, on n'a pas. Mais on a la grande gueule de donner des leçons de morale. Moi, quand j'ai vu Donald Trump hier, je dis, mais d'une part, c'est une paire de gifles qui est nécessaire pour les Noirs. Parce que la violence et l'oppression de l'homme noir se fait toujours sur ses opposants ou ses civils. L'homme noir n'a jamais la prétention d'avoir... Et regardez quelque chose qui est quand même hallucinant. Muammar Kadhafi. Quand Muammar Kadhafi voulait s'adosser sur le dinar or africain, mais c'est ces mêmes gars-là, les mêmes intellectuels-là, qui ont insulté Muammar Kadhafi. En tête, c'était qui? Abdoulaye Wade du Sénégal. Abdoulaye Wade du Sénégal. Pourtant, quand Muammar Kadhafi partait injecter des milliards au Sénégal, il était content. Quand il investissait, il était content. Mais comment vous voulez être en même temps à la fois des intellectuels libres et en même temps vous êtes... En fait, vous n'ambitionnez jamais... vous n'ambitionnez jamais, d'accord, de pouvoir vous faire vous-même. En fait, en gros, on est des faire valoir. Et ça, je l'adresse à mon ami Ismo. Toi qui es le démocrate, toi qui parles de la démocratie tous les jours, ceux qui ont créé la démocratie, va crier plus qu'eux. Va crier plus qu'eux. Donc, je vous dis, nous sommes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. C'est une hypocrisie, d'accord, graduelle. Au sommet de la pyramide, dans cet axe occidental, vous avez les États-Unis. En gros, les États-Unis n'ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont venir vous dire ici sur Internet, oui, la Côte d'Ivoire est un pays important pour les Américains, ils s'en foutent. C'est le dernier de leurs soucis. C'est-à-dire, ils ont laissé ce travail-là aux Français. Il y a des petits pays de merde là. Ils disent, bon, ok, les Français, vous gérez ça. D'accord? Gérez ça. Ça les intéresse pas. Le jour où ils vont s'intéresser, d'accord? Le jour où ils vont s'intéresser, vous allez voir que ça sera plus impactant. Les Français vont déguerpir rapidement. Donc, pour l'instant, en fait, c'est comme tu délègues quelque chose. Tu délègues quelque chose à quelqu'un, parce que de toute façon, les Français aussi, c'est des toutous, hein, ils courent derrière les États-Unis. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils ont délégué. Et puis, les Français délèguent à un choix qui est sur place. Et celui qui est sur place, là, c'est lui qui règne en maître. C'est tout. Voici comment ça fonctionne. Maintenant, à partir de... Mais c'est la vérité, mon ami. Quand je dis pays de maître, c'est pas... Moi-même, là, ça me fait mal. Mais c'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça, c'est graduel. Maintenant, quand tu veux sortir de la tenaille, là, c'est la France qui gère. C'est la France qui te tape dessus. Quand tu as les ambitions et autres, là, c'est la France. C'est pas les États-Unis même qui tapent, ils s'en foutent. Les États-Unis, où ils ont intervenu un peu, c'était au Congo RDC. Quand ils regardent là, c'est un peu le Congo RDC à cause de leurs minéraux. Sinon, nous, on truc là. Pour l'instant, c'est pas ton truc. Ils regardent un peu par rapport à l'AES, un peu maintenant. Ils sont venus un peu au Nigeria. Sinon, ils ne sont jamais truc. Tu as déjà entendu dans les conflits avant, et le Libéria. Et le Libéria même de loin. Parce que le Libéria, parce qu'il y a les liens historiques et autres. Sinon, c'est même pas les dada, ils s'en foutent. Je peux vous prêter le chargeur? Tout à l'heure. C'est même pas les dada, ils s'en foutent en fait. Tu vois? Ils s'en foutent. C'est nous là, entre nous là, on se joue les coqs. On est gonflés. On est gonflés, on est là et puis tu. Donc, quand le français, lui aussi, le français, lui,
il délègue à quelqu'un qui est sur place là. C'est celui qui est sur place là maintenant là, qui règne en maître. C'est lui qui arrête les opposants, il vole dans les caisses, il vole avec son clan, il ferme les yeux sur les choses qui se passent et autres. Bon, maintenant pourquoi je dis cela? En termes de bilan, nos indépendances, c'est depuis 1960 qu'on nous a donné nos indépendances. On nous a donné. 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2026, selon le calendrier grégorien. Ça fait à peu près combien? Je ne suis pas très bon en mathématiques. Mais ça doit faire peut-être 66 ans par là, si je m'abuse. D'accord? 1960. Ouais, ça fait une soixantaine, non? Non, c'est pas possible. 66 ans, ok, j'avais raison. Ça fait 66 ans, merci. Faites le bilan, d'accord? Faites le bilan. Sincèrement, hein, faites le bilan. De nos 1960 jusqu'à maintenant. Avec la vision occidentale là, que nos amis disent que c'est le respect des droits de l'homme là. Soyez honnêtes. Faites un bilan et regardez vous-même où ce que nous avons atteint, où nous sommes arrivés et autres. Merci Jean Jasso. Le bilan c'est pas qu'au fou. Le bilan il est désastreux. Mais on va mettre ça sur qui? On met ça sur l'opposant ou sur celui qui gouverne? On met ça sur qui? Non mais c'est vrai, on met ça sur qui? Un pays qui n'arrive pas à se défendre, qui lui-même loue sa défense à un pays étranger, mais tu n'es pas un pays, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as même pas d'ambition. J'ai dit aux gens, le cacao là, c'est pas le cacao, mais on ne transforme même pas le cacao. Hier, j'étais en train de discuter des amis du RHDP. Des amis du RHDP. des amis du RHDP disent, nous sommes la 8e puissance africaine. Je dis, 8e puissance africaine là, sur quoi? Ils disent, non, nous on a fait des trucs, on est la 8e. Je dis, tu te bases en tant que puissance africaine là, tu te bases sur quoi? Un père de famille dans sa maison, là, le premier truc qu'il fait, d'accord, c'est de garantir la sécurité de sa femme et de ses enfants. Une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Ça, c'est le premier élément. Et la sécurité n'est pas sous tutelle. Parce que si tu donnes ta sécurité à ton ami, c'est-à-dire tu dis à ta femme, elle dit, j'ai besoin de temps, faut voir mon ami. Mais un jour, cet ami-là va venir dans le lit. Et puis on va te dire, mais je te vois quasiment pas. Quand il y a quelque chose, c'est lui. Donc, la chaleur que tu devais me donner là, il m'a donné ça. Donc, on a l'impression qu'on a un pays chouchou chéri qui nous cajole et autres. C'est un fait, c'est la réalité. Vous voulez que j'aille dans le fond? Oh, si on va dans le fond, c'est pas bon, hein. Parce que j'ai pas envie de citer. Je parle de la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à maintenant. Je dis, l'axe là, qu'on suit, l'axe de l'Ouest là, des démocrates là, hein, des démocrates là, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Dites-moi ce qu'on a gagné. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui a eu son indépendance en 1975. Ce pays s'appelle Singapour. Allez visiter Singapour. 1975. Nous, c'est 1960. Ne venez pas jouer sur 1975. Allez regarder Singapour. Tout est une question de vision. C'est tout. Tout se passe dans la tête. Être des copieurs et ne pas penser, d'accord, sa vision, son acte de développement, c'est zéro. Donc, je donne un conseil aux jeunes politiciens en Côte d'Ivoire. C'est pas pour venir nous dire, oui, j'ai construit des centres de santé. J'ai construit ça. C'est pas ça, la politique. Ayez la vision, ayez l'audace de changer ce qui, d'accord, on nous a toujours donné ici comme nourriture. C'est les hommes audacieux, on les prend pour des fous. Mais c'est eux qui arrivent. Singapour, 1975. Allez regarder Singapour. Quand Singapour a commencé là, la Côte d'Ivoire était au top. On avait le même niveau que la Corée du Sud dans les années 70. On n'a pas de volonté. L'Africain est complexé. Même pour parler, vous savez que c'est un complexe pour l'homme noir d'acheter des armes? Vous le savez? L'homme noir est complexé d'acheter des armes. C'est en Afrique, j'entends des gens qui disent,
Il y a des gens qui disent, vous achetez les armes, on a faim. Mais, mon ami, si tu n'achètes pas tes armes, c'est 1965, j'ai dit 1975, alors je vais regarder rapidement parce que j'aime bien vérifier. Si je veux vérifier, je vais juste voir. Attends. Alors, un instant. Parce que j'aime bien, pour ne pas, pour corriger cela. Allez. 65, merci. Non, c'est 65. 9 août 1965. Elle a raison, merci. C'est 1965. 1965. D'accord? Mais, je suis en train de dire quoi? C'est la vision. C'est Angola 75, autant pour moi. C'est la vision. Regardez nos programmes scolaires. On n'a que des perroquets. Que des perroquets. Des beaux parleurs. Et le peu de gens qui arrivent, c'est-à-dire qui arrivent. Mais regardez, est-ce que l'État même a la vision? L'État a la vision. Tu vas voir un Ivoirien, c'est-à-dire un Ivoirien qui vient avec un gros projet. Ce projet rivalise avec Microsoft. Mais il va te dire, petit, il faut mettre ça, il ne faut pas créer des problèmes au pays. Parce qu'ils n'ont pas, vous n'avez aucune... C'est-à-dire que Microsoft ou Google va voir, ils vont dire, mais attends, toi tu veux rivaliser un truc, tu veux rivaliser avec notre truc. Le gars il est mort. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'a aucune marge. Nous sommes un continent de consommateurs. On consomme tellement, le Libanais même quitte chez lui, il vient chez nous, il fait usine, il fait magie. Le Libanais devient milliardaire devant nous. On n'a rien, zéro, que de la grande gueule. L'Ivoirien va avoir 2 ponts là, il va crier sur tout le monde pour dire qu'il est le meilleur. Mais attendez, et quand tu dis aux gens que mais la Côte d'Ivoire dans les années 70, on avait déjà des ponts. Côte d'Ivoire, même niveau que la Corée du Sud, dans les années 70. Si je suis un menteur, allez regarder. Mais regardez la continuité. Le pays, mais c'est ça. Tout va de l'esprit de la vision. Tout part de l'esprit de la vision. Maintenant, les 3 pays de l'AES là, allons-y. Les 3 pays de l'AES là. Mais ces 3 pays là disent que le modèle que vous avez là, nous, on ne veut plus être dans ce modèle. Laissez-nous essayer ce modèle. C'est les mêmes démocrates qui viennent, qui disent non. Mais pourquoi? 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 Laissez-les essayer quand même. Ils n'ont rien à perdre. Laissez-les essayer. Vous êtes dans votre modèle là, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte... Non, sincèrement, ça vous apporte quoi? Chaque 5 ans, quand il y a élection, c'est la même CEI. Vous tapez sur les mêmes... Même les enfants qui rêvent de liberté là, on tape sur, on les met à la maca. Mais, AES n'est pas un exemple. Vous, là, votre exemple, c'est lequel? Si l'AES n'est pas un exemple là, vous, votre exemple, c'est lequel? L'exemple qui est à Abidjan là? L'exemple qui est à Abidjan là, c'est un exemple de développement ça? C'est un exemple de développement. Non mais, non. Il faut, franchement, il faut véritablement sortir. Ce modèle n'est pas bon, c'est un modèle de consommateur. Non, je vous le dis, c'est un modèle de consommateur, c'est pas un modèle de transformation. Même le grand Houphouët-Boigny, il a pleuré dans les années 80 ici. Houphouët-Boigny voulait faire comme le Venezuela avec le cacao. Mais Houphouët, ils ont tagué Houphouët. Qui a tagué Houphouët? Qui a tagué Houphouët? C'est pas les mêmes gars là. C'est pas eux. C'est pas les mêmes gars là qui ont tagué Houphouët. Quand Houphouët voulait bloquer le cacao et autres, vous vous rappelez la guerre du cacao? Ils ont monté quand Houphouët, hey, calme-toi petit. Parce qu'on n'est pas au stade de transformation. Houphouët-Boigny disait devant Mitterrand, aujourd'hui on pleure. Voilà, aujourd'hui on pleure. Mais le jour où nos petits-enfants vont transformer l'acier, le jour nos petits-fils transformeront, il a dit transformeront l'acier. Il a dit transformer l'acier. Et c'est là la véritable indépendance de l'Afrique. Hein? C'est là la véritable indépendance de l'Afrique. Pourquoi le même Nicolas Sarkozy qu'on a acclamé en Côte d'Ivoire? Pourquoi Nicolas Sarkozy était au devant d'une attaque contre Kadhafi? Regardez, regardez. Le même Nicolas Sarkozy, hein, le 21 mai 2011, à Yamoussoukro, des Ivoiriens étaient en train d'applaudir comme ça. Il applaudissait. C'est le même Nicolas Sarkozy qui a fini avec Kadhafi. Le même. Le même Nicolas Sarkozy qui était acclamé. Je sais que parmi ceux qui me regardent actuellement là, d'accord, il y a d'autres qui l'ont acclamé.
Le même Nicolas Sarkozy. C'est le même qui a fini avec Kadhafi pour un projet sur le dinar or. Vous avez vu Alassane Ouattara qui a condamné les actes de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama. Montrez-moi la vidéo ou montrez-moi la coupure de presse. Les démocrates là. Les démocrates, d'accord. Les démocrates, voilà, c'est des faits, c'est des faits. Moi, je ne suis pas, c'est des faits. Donc, les autres là, si les autres maintenant, eux, ils disent que si quelqu'un veut nous attaquer, on va quand même se battre parce qu'on a les moyens, mais je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Vous portez des cravates, mais vous ne foutez rien, vous ne transformez rien. Vous parlez, en fait, tu es fort parmi, en fait, tes semblables. Comme le Benguis qui vient, il quitte l'Afrique, il quitte l'Europe, et puis il vient parmi ses frères, et puis il les méprise. C'est ça. C'est ça. Tu es fort parmi tes frères, parce que tes frères n'ont pas les mêmes capacités de dissuasion. Donc, quand un parle un peu trop, tu l'attrapes, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. Quand tu en fait, c'est exactement ça. Et c'est ce que j'aime pas chez les Noirs. Tu es puissant qu'avec tes semblables. Va avec les autres du monde là, va monter tes muscles. Mais quand vous allez parmi les puissants de ce monde, qu'ils soient asiatiques, arabes, caucasiens, vous êtes tous comme des chiens. Et ça, c'est un fait. Les G14, enfin même les G21 pour aller mendier l'argent. Vous, votre spécialité, c'est mendier l'argent. Vos cerveaux, souvent vous avez bac plus 14. Mais quand vous allez parmi les autres là, vous êtes que des mendiants. Le noir est mendiant partout. Mais il est mendiant à cause de ses leaders. C'est pas le peuple. C'est pas le peuple. Vous êtes mendiant, le noir est mendiant partout. Montrez-moi une organisation dans ce monde où le noir règne, il est fort. Donc, si à un moment, vous vous asseyez pas vous-même, pour réfléchir, pour dire, mais attends, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas les derniers partout, les mendiants partout. Mais regardez ceux qui vous gouvernent. Regardez ceux qui vous gouvernent. Non, mais quand je dis les noirs, et vous dites pas AES, mais dans les pays de l'AES là même là, il y a des gens, il y a des vendus dedans. Tout est une question de mentalité. Tout part de la mentalité. Tout part de la mentalité. Regardez, donnez-moi des organisations. Vous qui parlez les champs de la démocratie, donnez-moi. C'est quelle organisation le noir est puissant? Donnez-moi, je suis là, donnez-moi des organisations. Tout part de là. Donnez-moi maintenant les démocrates. Donnez-moi des organisations. J'attends. Normalement, c'est G7. Souvent, fait G21 pour que vous allez mendier. COP même, ils font COP 16 quoi. COP 8 ou COP 9. Mais ils font de COP 16, COP 17 pour que vous allez mendier. Maintenant, les noms. Zéro organisation. Mais vous êtes violents qu'avec vos semblables. Les présidents africains là, ils sont violents, méchants qu'avec leurs concitoyens. Ceux qui ne pensent pas comme eux. On a l'impression que c'est des nègres. C'est comme si, dans les champs américains, d'accord, tu avais de Negro Fields et de Negroes House. En fait, le nègre de maison. Lui, le nègre de maison, son rôle, c'est de balancer tous les noirs qui veulent s'échapper du champ. Vous voyez, les noirs qui veulent être libres, là. Voilà. Lui, le nègre de maison, lui, c'est lui qui dit au maître, ah, maître, et voilà, ceux-là, ils commencent à parler de souveraineté. Ceux-là, ils veulent tout. En fait, c'est juste ça. Parce que moi, quelqu'un qui est puissant, c'est lui qui va rivaliser les puissants. Mais tu ne peux pas martyriser ton peuple. Et regardez, ils ont tous les mêmes symptômes. Ils trafiquent la constitution. Les institutions sont que pour eux. Leurs clans et leurs amis mangent. Ils ont tous les mêmes symptômes. Alors, c'est la raison pour laquelle on reste les derniers de la classe et derniers. Et c'est pour cela que je dis que quand vous voyez Trump, vous allez rester en admiration. Mais dans le fond, vous allez vous sentir inutile. Ceux qui osent fuir la maison du maître, laissez-les, ils vont oser fuir la maison du maître. Vous restez dans votre confort. Mais je vais vous dire quelque chose. Comme vous êtes maintenant les chantres contre le coup d'État, ayez le courage, dites à vos présidents là, de condamner Donald Trump. C'est là on va voir s'ils sont garçons. Ça là, ce n'est pas la diplomatie. Comme vous êtes contre les coups d'État, les coups de force, parce que ce qui s'est passé, c'est contre les lois d'accord internationales. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est même vos amis les blancs là, ils sont dit dans le truc. Vous avez que, dites à vos ministres des Affaires étrangères ou au président de parler. C'est là que vous allez comprendre que le monde là, il est hiérarchisé. Il est hiérarchisé. Essayez. Comme vous êtes fort, vous inquiétez vos habitants. Quand vos citoyens parlent, sont contre vous là, ouvrez votre bouche et puis parlez. Non mais le Ghana, je ne suis pas choqué par le Ghana. Quand tu me dis le Ghana, est-ce que le Ghana, le Ghana, c'est pas le même level.
Regardez les élections au Ghana. Regardez même la société. Elle n'est pas parfaite. Mais regardez comment la société ghanéenne fonctionne. Au Ghana, les chefs traditionnels ont leur mot à dire. Au Ghana, les passations se font. D'accord? Même si ce n'est pas le paradis. Le Ghana, tu me dis le Ghana. On dit ceux qui sont dans tout. C'est le pays de Nkrumah, c'est le pays de Rawlings. C'est pas le même level. Là-bas, là, c'est la pensée. C'est la pensée. C'est la pensée. Maintenant, je dis, vous, les enfants, les bébés choux de Paris, les bébés choux de New York, là, parlez. Parlez. Quand on dit même que les Américains ne donnent pas de visa à vos ressortissants, vous pouvez parler. Vous parlez pas. Votre bouche est fermée. Pourtant, c'est vous qui emmerdez les gens sur les plateaux télé et vous emmerdez en fait les gens aussi sur les panels. Parlez. Donnez. Parlez. Diomaye Faye, il n'a pas dit que Trump mérite le prix Nobel de la paix. C'est Diomaye Faye qui a dit ça, non? Voilà. Faut dire à Trump que tu es contre. Dis à Trump que tu es contre. Oh. Oh là là. Bon, mesdames et messieurs, en tout cas, c'était mon petit moment. Et puis voilà, donc ceux qui veulent oser s'envoler comme des papillons, voler comme le papillon rêvé. Mais le modèle qu'on nous présente là, ils ont montré ses limites aujourd'hui. Ils ont montré les limites de ce modèle-là. On croyait que ce modèle-là était un modèle paradisiaque, mais on a vu que les canons et qu'une force armée puissante pouvait faire ce qu'elle voulait. Et que chacun retienne cela dans sa tête. Moi, je souhaite que les Africains rêvent. Et ce modèle-là, il atteint ses limites. Ce que Trump fait là, c'est ce qu'on fait chez nous. Celui qui a les armes, qui a la police, qui a la défense, qui a la justice, il fait pareil que Trump. Il peut dire à la commission électorale de trafiquer les résultats. Il peut dire, élimine tel candidat pour ne pas postuler. Il peut dire, c'est la même chose là en fait. Donc nous sommes en fait juste dans une illusion où on nous fait croire que la liberté est vraiment la liberté. Et quand tu les atteins, quand tu les touches, ils disent on a fait des progrès, mais rien ne peut pas être parfait, attendons encore. N'importe quoi. Alors, je vais quand même prendre 2 ou 3 personnes. Puis moi je vais m'arrêter là. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Mais on va voir, hein, de toute façon, en ce qui concerne l'évolution de l'actualité. On verra ce qui va se passer. Et on verra si j'ai eu tort. Si j'ai eu tort, je viendrai m'excuser. Si j'ai pas tort, je vous dirai, bon, vous avez vu. Alors,